les habitués du plateau sont là. Abel Elimbi Lobé est bien présent. Son titre foncier. Le consultant, le titre foncier. Le consultant permanent est également là, mais je vais revenir à Abel Elimbi Lobé. Bonjour et bienvenue d'abord. Merci. Voilà. Merci. Il paraît que vous avez apprécié un acte d'Atangandji pour la première fois concernant les gros bras. Oui. Je voudrais féliciter le ministre Atangandji sur cette question qui devenait extrêmement préoccupante, une dérive sur le plan légal, parce qu'il s'agit d'organisations de malfaiteurs. C'est comme ça que vous appelez cela? Bien sûr, des gens qui ont commencé par avoir des clubs d'haltérophilie pour développer leur musculation et qui ont versé dans la délinquance, dans la mesure où des gens qui ont des actes de justice à faire et parfois qui n'ont pas des actes de justice à mettre en application, des gens qui ont un locataire à faire sortir, parfois sans une décision de justice ordonnant l'expulsion, des gens qui discutent des terrains, des gens qui pensent que des voies de fait peuvent aboutir à la propriété, c'est-à-dire que on se discute un terrain, je cours très vite, j'amène les matériaux de construction, je dépose dessus un conteneur, etc. Je commence à construire dans l'espoir que avec ça, je finis par être le propriétaire du terrain. On a vu ces gens recourir à des bandits qui ont le mérite d'avoir des gros bras et donc de donner l'impression qu'ils sont dépositaires d'une puissance publique de quelque nature que ce soit. On les amène, ils cassent les portes des maisons, ils jettent les biens d'autrui dehors, etc. L'utilisation de ce type de groupe de malfaiteurs est devenue tellement récurrente, parfois suggérée même par des acteurs du corps judiciaire. C'est-à-dire que vous avez des problèmes dans les tribunaux, un magistrat où vous dit oui mais va prendre les gros bras, va sortir les gens, sors-le, parce que si tu veux faire, parce que comment on appelle ça, maître Nouga, l'affaire dont on ne paye pas les loyers, la filouterie de loyer ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez quelqu'un qui ne vous paye pas le loyer, mais il a la possibilité d'instrumentaliser le système judiciaire de manière à rester dans la maison 1 an, 2 ans, 3 ans sans vous payer le loyer. Et parfois, vous pouvez même obtenir en première instance une décision d'expulsion. Il obtient, comment on appelle ça, pour ne pas exécuter, défense à exécution, en appel, il obtient une défense à l'exécution. Il continue à vous infliger le préjudice de ne pas vous payer des années et des années durant, pour ensuite sortir quand peut-être il voudra, sans vous avoir donné la garantie. Mais je voudrais, en plus d'avoir félicité le ministre pour le rappel à l'ordre, dire au ministre que, mais monsieur le ministre, est-ce que vous savez vraiment d'où vient cette affaire d'utilisation des bandits dans la sphère judiciaire ou dans la sphère de l'état de droit? Informez le ministre, ils viennent d'où? Les huissiers de justice ne veulent plus faire les expulsions ni les déguerpissements parce que pour obtenir l'assistance, la réquisition à force publique, l'huissier doit saisir le procureur qui s'assoit sur le dossier. Il attend qu'on lui donne de l'argent. C'est pas tout. Pour signer une réquisition à force publique. La faute à qui? À quel pour que l'huissier puisse aller recourir à la force publique. Quand il finit par signer, on envoie ça chez le préfet parce que c'est le préfet qui a la force publique. D'accord. Le préfet veut qu'on lui donne l'argent pour qu'il mette la force publique à la disposition de l'huissier. Puis quand le préfet finit par obtenir de l'argent et signe la réquisition à force publique, on compte ça à un organe de gendarmerie ou de police et le commandant de cet organe demande de l'argent pour mettre 3, 4, 10 éléments à la disposition de l'huissier. Finalement, les huissiers sortent de cette affaire complètement ruinés
ils ont décidé de ne plus faire les expulsions ni les déguerpissements. Je vous parle d'une expérience vécue, Ouais. et ceux avec qui j'ai vécu cette expérience sont tantôt des procureurs, tantôt des préfets. Ils savent que je suis en train de parler de ce que nous avons fait ensemble. C'est-à-dire, j'ai dû donner de l'argent pour avoir la force publique, pour aller expulser quelqu'un qui était dans une maison, qui ne payait pas depuis près d'une dizaine d'années. Alors que la décision de justice en première instance était sur la table. Donc le ministre, dans l'action collégiale, j'espère qu'il y a encore une collégialité dans ce gouvernement, devrait organiser le travail de telle sorte que ce n'est pas seulement les procureurs qui sont mis en cause. Parce que c'est parce que le dispositif institutionnel normal ne fonctionne pas que les gens se sont mis à utiliser la violence et à se faire justice eux-mêmes. Parce que c'est une façon de se faire justice, voilà, que d'aller prendre une ordre de bandit. Maître Nouga a envie de dire un mot là-dessus. Il va terminer certainement sur la question en parlant. Je chute pour féliciter le ministre d'avoir regardé ça. Et j'encourage qu'il aille plus loin. Je ne sais pas quelle façon il va faire, de quelle manière il va le faire, pour exercer quand même une forme d'autorité, tout au moins par collégialité de l'action gouvernementale, sur les procureurs, sur les préfets, qui s'asseyent sur les réquisitions que les huissiers de justice demandent pour pouvoir faire un travail qui n'a rien à faire avec les bandits. Les gros bras, ce sont les bandits. Parce que quand ils s'en vont faire ces agissements-là, eux-mêmes peuvent trouver la mort dedans. Qui répondra? Qui répondra? Quand il tue quelqu'un, s'il tue quelqu'un, vous qui avez réquisitionné les gros bras, qui répondra? Nous sommes dans du banditisme à ciel ouvert. D'accord, Maître Nouga sur cette affaire. Oui, écoutez, M. Limbi a certainement raison de dénoncer cette corruption. Il faut utiliser les mots qu'il faut. La justice est gangrénée et l'administration publique est gangrénée par une corruption, c'est-à-dire une personnalité et une personnalisation des institutions. Vous voyez, la mission du préfet dans cette affaire est absolument de la corruption pure et simple. Ça n'a rien à voir avec celui, le propriétaire de la force publique. C'est faux. La décision de justice qui est mise en exécution finit par le président de la République mande tout huissier et agent d'exécution, y compris les forces publiques. On n'a pas besoin d'un sous-préfet ni d'un préfet qui vient dire à la gendarmerie d'aller ou de ne pas aller. La justice est une institution indépendante constitutionnelle. Maintenant, je voulais dire que la question n'est pas d'aggraver, parce que ce que M. Limbi Lobé approuve, en réalité, c'est l'aggravation de ce qu'il dénonce. Parce que le ministre de l'administration territoriale n'a rien à faire dans l'exécution des décisions de justice. C'est un domaine constitutionnel où il est exclu. Il lui est interdit, y compris au président de la République lui-même, de s'immiscer. Donc la question est là, elle est grave. Quel est le ministre qui devrait, excusez-moi, intervenir? Vous allez pas non, parler. attendez, c'est une question d'institution. Oui. C'est une question d'institution et de loi. La loi a dit comment se fait l'exécution des décisions de justice. L'huissier de justice a la possibilité de demander l'assistance de la force publique. Mais le ministre il n'a pas besoin d'interdire l'existence ou les activités. Non, il n'est pas dans ce rôle. Et je vous dis pourquoi. Pourquoi? Parce que l'huissier de justice, c'est un ministre public. Il a la possibilité de recruter du personnel. Vous comprenez? Dans l'exécution de ces missions, ils sont agressés. Il a le droit de recruter un personnel pour sa sécurité, par exemple. Vous comprenez? Parce que... Même personne qui n'est pas couvert par la loi. Mais écoute, c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité de l'huissier. Oui. Lorsque vous recrutez quelqu'un, vous devez le payer. Vous devez assurer sa sécurité. Vous devez organiser son service de telle sorte qu'il ne nuise pas à l'ordre public. Vous comprenez ça? Donc, le problème qu'il faut dénoncer, M. Limbi Lobé, merci de l'avoir soulevé, c'est l'intervention d'abord des procureurs. La décision de justice demande à l'huissier de demander l'assistance de la force publique. Point. On n'a pas dit de demander la permission du procureur pour demander l'assistance. On n'a pas dit au procureur de demander la permission du préfet pour demander l'assistance. C'est là le problème. Et pourquoi ce problème naît? Ce problème naît
Parce qu'il faut corrompre, il faut donner de l'argent, comme vous avez dit. Chacun veut avoir sa part. C'est là où vous allez regretter, professeur Monondiana. C'est le mapartisme. Où est ma part dedans? Il y a une exécution de justice, le gendarme veut sa part, le procureur veut sa part, le préfet veut sa part. Vous savez, le sous-préfet même veut sa part. Tout le monde veut sa part. L'huissier veut sa part. Mais c'est ce climat qui a... vient des gros bras finalement. Mais finalement, les gros bras même sont là. Le salut en l'espèce. C'est le salut en l'espèce. Ah bon? Seulement, les gens ayant constaté que les gros bras sont des privés qui viennent intervenir, alors chacun peut se recruter un privé. Vous comprenez? L'huissier vient avec ses gros bras, l'adversaire aussi paye ses gros bras. Et ça devient, j'ai envie de dire, le talon d'Achille de la justice. Les décisions de justice ne sont plus exécutées, ne sont plus exécutables. À cause de quoi? À cause de la corruption. Il ne faut pas dire d'autres mots. À cause de la corruption, c'est ce qu'il faut dire. Mettez fin à la corruption et des procureurs, et des officiers de police judiciaire, et des préfets. Et puis tout va aller en ordre. D'accord. Éric Foyette, la décision du MINAT veut quand même retirer du système, du circuit, un corps étranger. Il est très important d'abord, avant de prendre la parole sur votre question directement, de noter ce qu'a dit mon copanéliste Elimbi Lobé. Il a reconnu en tant qu'acteur politique avoir corrompu des magistrats, avoir corrompu des préfets, avoir corrompu, je ne sais plus qui d'autre, M. Elimbi Lobé, des gendarmes. Mais c'est quand même grave. Avoir transgressé la loi. Et c'est un acteur politique, je pensais, qui veut le changement. Mais bon, c'est un grand frère dont j'apprécie assez bien. Je ne vais pas le blesser en début d'émission. Elimbi Lobé passer aux aveux en direct. Je crois que... Est-ce qu'il a une autre? Non, c'est ce qu'il a compris. Est-ce qu'il a une autre alternative? Je crois que non, c'est ce que tu as compris. Dans mon propos, je ne t'ai pas dit que j'ai corrompu quelqu'un. Je t'ai dit que je parle de ce... Je suis en train de parler. Ceux qui ont accompagné l'application d'une décision de justice dans laquelle je suis intervenu savent de quoi je suis en train de parler. Que les gens ont donné l'argent. Il y a eu de l'argent. En tout cas. Maintenant, tu dis que je t'ai dit que j'ai corrompu quelqu'un. Monsieur Elimbi, gardez votre sérénité. Non, je ne peux pas être sérieux quand tu déformes ma pensée et mon propos devant moi. Parce que tu aurais attendu que je ne sois pas là pour déformer ma pensée comme tu veux. Vous n'avez pas de l'argent, mais il y a eu de l'argent. De toutes les façons. Mais il y a de l'argent tous les jours. Et lui, Foyette me dit qu'il a fait exécuter une décision quelque part où il a obtenu un service public aujourd'hui sans donner de l'argent, c'est que lui-même n'est pas sincère. Monsieur Elimbi, pourtant nous combattons la corruption. Sur la question. Oui, sur la question, je voudrais rappeler que voilà un acteur politique qui vient faire la promotion de la corruption dans un pays où nous voulons un meilleur être, où nous voulons nous battre justement. C'est ce que vous avez compris, c'est pas ce qu'il a dit. Il ne fait pas la promotion. Les auditeurs sont là. Nous voulons arriver à un État qui serait un tant soit peu correct. Je dois rappeler ici avec la gouverne de Maître Nouga qui a rappelé le droit, le ministre de l'administration territoriale n'a absolument rien à dire sur le sujet. Il y a un ministre de la Justice qui n'est pas seulement ministre de la Justice, il est aussi, je crois bien, garde des Sceaux. Mais c'est une affaire qui a plusieurs niveaux. Permettez que le niveau du MINAT peut se comprendre. À quel niveau? La justice également. Le niveau du MINAT à quel niveau? C'est le MINAT qui gère les sociétés de gardinage, qui gère les gros bras. Est-ce qu'il est question des sociétés de gardinage? Les gros bras sont recrutés dans les sociétés de gardinage. Les gros bras ne font pas. Les gros bras sont recrutés dans les sociétés de gardinage. Non, mais monsieur Jean-Jacques, vous êtes un journaliste très brillant. C'est ce que je suis en train de dire. Permettez-moi, les gros bras sont recrutés dans les quartiers. Ce n'est pas une société de gardinage. Je vous rappelle que les sociétés de gardinage ont un arrêté, sont dûment inscrits au ministère de la Santé. On est dans l'inexécution des... Je laisse dire quelque chose, M. Nouga, parce que monsieur veut m'orienter ailleurs. Le ministre de l'administration territoriale fait une erreur de faire cette sortie. Il veut peut-être ramener de l'ordre, c'est peut-être sa volonté profonde, mais il fait une erreur technique. En fait, il devrait s'adresser au ministre de la Justice. Parce que prenez un cas. Qui doit interpeller les huissiers ou les gros bas qui sont descendus sur un territoire pour faire du désordre? Ce n'est pas le MINAT. Mais lorsqu'il y a le désordre qui gère. Attendez, vous êtes en train de prendre la... Je veux qu'on concerne bien les forces de l'ordre. Pour parler, les forces de l'ordre dans notre pays sont à la charge de qui?
sont là pour préserver quoi? La loi. Oui. Donc il faut comprendre qui est le garant, qui est le garde des Sceaux. Pourquoi on fait tout? Et je ne sais pas si c'est parce que le garde des Sceaux serait peut-être une région très proche d'un copanéliste ici, qu'on a tout fait pour esquiver sa responsabilité dans la cause. Il faudrait qu'on sache dire les choses comme elles le sont. Le garde des Sceaux devrait, de manière objective, se prononcer et dire que comment on appelle les voyous, ne sont plus dans la rue n'importe comment. Le ministre de la Justice, M. Elimi Lobé, n'ayez pas peur, est le responsable et devrait être celui qui devait être interpellé pour dire que les gros bras ne devraient plus exécuter cela, que les contours qu'on met en place pour organiser la corruption devraient cesser. Et je crois qu'une des lettres du ministre délégué Momo revenait à souligner un peu la corruption qui gangrène le milieu de la justice. Il faudrait que cela ne s'arrête pas au niveau du ministre délégué, mais que le ministre en chef du ministère de la Justice sorte pour dire stop à ce genre de manipulation. Est-ce qu'on est toujours dans le même sujet? Elimi Lobé doit arriver. Biro Nebek va réagir tout à l'heure. Très rapidement, Elimi Lobé, je crois qu'on est dans le même sujet. Non, on n'est pas dans le même sujet. Foyette a probablement ses comptes à régler avec Esso. Je ne sais pas qu'est-ce que Esso lui a fait. Moi, je félicite un ministre qui, dans l'exercice de ses prérogatives, il a autorité sur les préfets. Et c'est à eux qu'il a parlé. Je lui ai demandé que son message devrait aller plus loin dans le cadre de la collaboration de l'action gouvernementale. Monsieur Fouet n'a rien entendu de tout ça. Son problème, c'est que je suis Sawa et Soé Sawa. C'est ça son problème. Le problème, c'est qu'on a donné de l'argent aux gendarmes. Mais non, tu peux. Et c'est une bonne chose. Écoute, Fouet, peut-être que tu es nouveau. Pas Fouet. Fouet, peut-être que tu es nouveau. Il veut fouetter. Mais si tu veux, sur ce plateau de télévision, faire croire aux Camerounais que tu n'as jamais donné de l'argent à un gendarme quand tu conduis ta voiture, si tu veux faire croire que tu n'as jamais donné de l'argent, etc., on va se moquer de toi. C'est pas sur ce plateau, parce que nous ici, nous ici, en adulte, nous savons que tu l'as déjà fait plusieurs fois, en beaucoup de circonstances. Pas parce que tu le veux ainsi, pas parce que le système t'oblige. Voilà. C'est pour ça que tu peux nous rejoindre dans la lutte contre la corruption. Mais si c'est sous cet aspect-ci que tu nous rejoins, on te chasse. On va te chasser parce que même Koumvan de ton patron ne peut pas s'exprimer comme tu viens de faire. D'accord. Mais je termine donc en disant que, je termine en renouvelant mes félicitations au-delà des dérapages du collaborateur de Koumvondo. Le ministre dit à ses subordonnés, que sont les gouverneurs, etc., que ne laissez plus ce type d'activité se dérouler dans vos territoires de commandement. Parce que vous avez des décisions de justice, par exemple, à mettre en œuvre. Vous avez les procédures, vous les connaissez. Parce que vous ne le faites pas, il y a d'autres qui vous remplacent dans l'exécution de ces missions-là, en utilisant l'informel. Et ça dérive, ça pilule, c'est de l'illégalité. Tu te plains qu'un ministre rappelle que c'est illégal d'utiliser les gros bras? Parce que tu dis que tu veux lutter contre la... C'est comme ça que vous allez lutter dans l'univers? D'accord. Blaireau Niémec, sur ce sujet, sur la sortie du ministre de l'administration territoriale qui interdit, il a donné les instructions au commandement, les gros bras sont un problème. Jean-Jacques Zevou ne m'avait pas encore reçu. Ah bon? Oui. Ils avaient tout confisqué. C'est comme ça que le porc n'a pas eu les cornes. Alors que c'est son oncle qui en distribuait. Voilà, bonjour, bienvenue Blé. Bonjour Jean-Jacques Zé. Et j'étais là pour ne pas troubler votre beau plateau. Il arrive des fois que nous prenions position sur des sujets que nous n'avons pas lus. Ni bien compris. Parce que les autres... C'est sûr qu'ils n'ont pas lu la lettre du ministre à Tangandi. Non, je n'ai pas lu. Maître Nouga, lui, il est humble de le. J'espère que le. Parce que s'il avait lu. Et les explications, les dernières explications de l'autre m'ont beaucoup. Le ministre à Tangandi ne s'est jamais adressé à la justice. Jamais. Il n'a parlé de la justice, ni même aux policiers. Il a interpellé les gouverneurs et les préfets, leur rappelant qu'ils doivent assurer l'ordre public. Et que lorsqu'ils laissent ce genre de choses se perpétrer, les conséquences reviennent à l'administration territoriale. Et bien évidemment,
s'il y a, le maître Nouga venait de décrire une situation. Si les deux parties viennent avec les deux... Mais ça arrive, c'est très courant. Quand ça se produit, c'est très courant. Il y a trouble à l'ordre public. Et Qui en répond? Plusieurs ministères peuvent intervenir. Dans ce cas-là, il est donc intervenu de manière sectorielle. Ce qui n'empêche pas que le ministre de la Justice intervienne de son côté. Que le ministre de la police d'ailleurs. Et que le DGSN, que le CERT intervienne. Alors, cela n'a rien à voir avec le fait que le ministre de la Justice soit Swawa. Parce que là, je crois aussi que c'est une sortie de piste grave. Des jeunes. Non. Des jeunes qui viennent d'arriver. Non, moi, je sais pas si... Ce que je vois. Non, c'est pas si... Le domaine est déjà... Tu peux couvrir les Sawa. Mais les Sawa n'ont rien à voir dans je dis tu peux couvrir. Sauf que lorsqu'on parle des institutions, parlons des institutions. Ouais. Et sur le coup, moi j'avais déjà félicité le ministre Atangandi. Ce n'est pas Elimbi Lobe qui le félicite très peu. Premier. Moi je le félicite très rarement. Parce que le Moulinex et autres, je n'en veux pas. Ouais. Mais voilà, et ce sera avec les gros bras qu'on fait donc le vrai Moulinex. Donc je ne veux pas de Moulinex. Mais je ne veux pas que l'État rentre dans la féodalité. C'est-à-dire on a évolué, on a des institutions. On prend des gens qui auraient bien rêvé être policiers ou gendarmes, qui n'ont pas pu. Et qui sont souvent très zélés. Et qui sont hyper zélés et sans formation. Oui. Ils sont dangereux. Parce que quand ils sont payés pour un résultat. Ils ne savent même pas quelle est la cause qui est en face. Et donc, les conséquences peuvent être gravissimes. Sur ce point-là, il faut l'en féliciter. Mais le nœud du problème, c'est ce que Maître Nouga a souligné. Nous sommes dans un système hyper corrompu. Vous ne pouvez... Aujourd'hui, ce n'est pas féliciter la corruption. C'est que vous déposez un dossier quelque part. Et si vous ne suivez pas les vraies procédures, le dossier reste sur place. Vous savez, je suis allé retirer, comment vous appelez, le plumitif dans un parquet. Dans un tribunal. Oui. Alors, le jeune avocat me dit, le vrai prix, c'est 5 000. Mais pour qu'on me donne ça, c'est 10 000. Je lui ai dit, est-ce qu'il devrait même avoir de prix pour qu'on te donne le primitif? En réalité, le coût du primitif, c'est un thème. Et je crois 1000 ou 500. Voilà. 1000 francs. D'accord, voilà. Alors, même là dit, Elimino me disait, qu'est-ce que je fais? Je veux mon primitif. Tu commandes à... Mais je ne vais pas dire que quand le Cameroun va changer, je prendrai mon primitif. Je vais lui donner les 10 000 pour qu'on me donne mon primitif. Parce que les autorités de ce pays fonctionnent désormais comme ça. Le terrain impose la manœuvre. Donc, voilà. Mais ce n'est pas une promotion que moi je fais de la corruption. Un acte que je condamne. Mais vous irez le condamner chez qui? Lorsque c'est celui qui est supposé le réprimer, qui l'impose. Et surtout, aucune autorité supérieure réagit. Il n'y a pas de recours possible. C'est pas que tu iras voir le président du tribunal pour lui dire que le juge m'a demandé 10 000 pour le primitif. Enfin, le greffier m'a demandé 10 000. Il va te dire, va régler ça chez nous. Permettez-nous d'accueillir le professeur Onanguini. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour monsieur Zé, bonjour aux téléspectateurs. Alors on a choisi une porte d'entrée, celle des décisions du ministre de l'administration territoriale, qui demande à ce que les gros bras ne soient plus vus dans les exécutions de quelques décisions, notamment les déguerpissements et autres. Et le ministre a été félicité par Elimbi Lobe, par Blaireau Niemek, un peu moins par Maître Nouga. Parce que Maître Nouga n'avait pas lu. Un peu moins par Maître Nouga. Votre regard sur cette décision, sur les gros bras? C'est la logique même. Le ministre de l'administration territoriale est le ministre de l'ordre public. Et l'ordre public s'assure généralement, sauf exception, et vraiment exception, en s'appuyant sur la force publique. Donc il est tout à fait normal que le ministre de l'administration territoriale prescrive aux autorités du commandement de s'appuyer sur la force publique pour l'exécution des décisions de justice qui sont rendues au nom du peuple camerounais, c'est-à-dire du public. Donc il est dans cette posture-là tout à fait dans son droit et conforme à une déontologie républicaine. Il y a cette question, comment en est-on arrivé là? Les gros bras, on les voit partout maintenant, ils sont sollicités pratiquement par tout le monde. C'est l'effet de ce que un sociologue de la sécurité qui s'appelle Frédéric Oketo a appelé le commerce de la sécurité, c'est-à-dire de l'apparition à la fin des années 1990 dans notre pays
des sociétés de sécurité privée que nous appelons commodément les sociétés de gardiennage. Oui. Elles sont donc devenues un vrai fonds de commerce, notamment pour d'anciens opérateurs des forces de l'ordre qui, à la retraite, très souvent, ont investi dans cette activité. Et ça fait donc que beaucoup de groupes d'intérêt peuvent recourir pour une raison à une autre à ces sociétés de sécurité privée qu'on appelle familièrement les gros bras. Et cela va à l'encontre de conditions sérieuses d'intervention de la force publique, parce que c'est la force publique qui doit être requise dans ce genre de situation. Est-ce que ce n'est pas une faillite de la force publique? Non, ce n'est pas une faillite de la force publique. C'est plutôt l'effet de l'évolution des normes publiques inscrites dans la dynamique du monde. Parce que ce problème qui se pose ici, c'est l'effet de la libéralisation mondiale. Parce que ce problème de l'intervention des sociétés de sécurité privées dans des domaines autrefois confiés à la force publique est une question relativement universelle. Bon, il y a encore des pays où ce n'est pas possible, mais dans beaucoup de pays, il y a une véritable invasion du monde de la sécurité par ces sociétés de sécurité privées, même au plan international, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On voit très souvent, même des États, déléguer ce type de fonction à des sociétés de sécurité privée. On a vu Executive Outcomes, par exemple, en Afrique de l'Ouest, et puis au Libéria, en Sierra Leone, et puis avec des bases, effectivement, en Afrique du Sud. Voilà, les Wagner et autres. D'accord, mais à une époque, l'Assemblée nationale s'était inquiétée du développement des sociétés de gardiennage. Il y a une réglementation. Oui, il y a eu effectivement. Cette réglementation, elle est apparue à la fin des années 90, oui, parce qu'un pays frère, en l'occurrence la République du Congo-Brazzaville, avait été concerné par l'intervention publique de milices. Et vous savez dans quelles conditions cela s'était fait, des milices qui étaient en réalité indirectement liées à des forces politiques et à des leaders politiques, ont commencé à se battre, et cela a entraîné ce pays dans la guerre civile. D'accord, Eric, vous voulez faire une précision. Vraiment, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je voulais rassurer Bléo. J'ai lu le communiqué du ministre, et ce n'est pas le débat. Le débat n'est pas sur le fond du communiqué du ministre, c'est sur le déroulé de M. Elimbi Lobé, qui encourage le ministre sur quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Il faut bien me suivre. Selon la loi, pour faire appliquer une décision de justice, nous n'avons pas à passer par un sous-préfet, un préfet. Je crois que Maître Nouga ne le niera pas. Donc là se pose mon problème sur le fond. Vous parlez des pratiques ou des écrits? Non, je parle des écrits. Qu'est-ce qui se passe? Le principe, allons-y sur ce que dit la loi. Je suis républicain. Je souhaite que nous essayons de nous battre pour un état de droit. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'état qu'on a là? C'est ça mon problème. On a un état là. Je vais en venir. Mais on demande au président de la République de prendre tout simplement une instruction allant vers les magistrats. Le président de la République, vous savez pourquoi? C'est lui qui est le, comment on appelle ça, de la justice. Le garant de le président demande seulement aux magistrats, dans une petite instruction de 2 paragraphes, de faire appliquer les lois. Il demande à son gouvernement de faire appliquer les décisions de justice. C'est tout. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez, l'État lui-même n'applique pas les décisions de justice. Quand vous avez une décision de justice contre l'État, on demande l'authentification. Après l'authentification, on demande l'opportunité. Il faut l'autorisation du ministre concerné pour que ça soit appliqué. Ce n'est pas prévu par la loi. Mais pourquoi? Parce que le président de la République ne fait rien. Et il ne fait rien parce que ce système lui sert. Ce système de faux, de corruption le sert. Merci. Donc je voulais dire quelque chose que M. Blaireau me comprenne très bien. C'est dans le non-respect de nos lois que nous vivons. Et c'est ce que nous dénonçons. Je tiens à ce que l'application stricto sensu des lois, encore qu'ils sont libres, ils ont une majorité obèse à l'Assemblée, c'est eux qui décident des lois. Nous demandons juste qu'elles soient appliquées. On n'a pas besoin de faire recours à toute cette machination que nous voyons à gauche et à droite pour alourdir le système et justement créer de la corruption. Monsieur Elimbi Lobé, là où on est d'accord, c'est que vous faites pas, vous parlez des bandits, des gros bras, contrairement à ce que mon grand frère et presque mon parrain Mathias a dit. Ce ne sont pas des sociétés de gardiennage qu'on appelle gros bras. Il faut être honnête.
Ce sont des gars, même s'ils sont recrutés dans les sociétés de gardiennage. Il y en a qui sollicitent directement. C'est les clubs de sport, c'est des voyous, des fumeurs, des gens. C'est pas des voyous. Il faut avoir l'honnêteté. C'est une question de perception. Vous savez ce qu'on un voyou. Vous pouvez voir que c'est pas un voyou. Je retire le mot voyou, mais c'est parfois et très souvent des jeunes garçons qui qui voulaient être policiers, ils ne sont pas contrôlables. Ils ne sont pas contrôlables. Utilisons le mot, c'est des gens qui ne sont pas toujours contrôlables, qu'on paye à la tâche pour aller faire une mission qui est généralement sauvage et barbare. C'est des gars qui font le bodyguarding. Le bodybuilding, bon. Guarding d'abord. Ils gardent quoi? Ils gardent, vous, par exemple, vous pouvez... Donc, on est d'accord que c'est des gars ils ne sont pas dépositaires de la force publique. Je crois que M. Béroua a bien tranché. Ils ne sont pas dépositaires de la force publique. Ils ne sont même pas reconnus. Ils ne sont même pas reconnus comme tels, comme une société. Parce que ce n'est pas une société qu'on va embaucher. On ne va pas embaucher, je ne vais pas citer le nom d'une structure. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires qu'on recrute au pif. Il faut dire la vérité. C'est ça que je conteste. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame avec une société bien organisée. Ou si on était allé recruter une société de la place, on leur dit on a besoin que vous nous accompagniez pour faire un déguerpissement. Il y aurait un suivi. Il y aurait même, je pense même peut-être pas que le ministre se serait engagé sur cette forme-là. Donc c'est contre cet état de non-droit que nous nous levons et que je me pose. Et je voulais rappeler à M. Limi Lobé, j'ai 15 ans en politique. Hein. Je suis particulièrement un fondateur du MRC. C'est pas parce que je suis un fondateur du MRC. S'il vous plaît, ce n'est pas le sujet. Je suis pas il n'est pas seul sur ce plateau. Merci. Il a beaucoup critiqué. D'accord. C'est l'une des premières personnes à avoir souligné les dérives du MRC. Ah, d'accord. Ok, j'espère qu'il continue. Parce que moi, je vous suis et je vous apprécie. Nous devons contribuer à élever, comme vous le faites, le débat. Oui. Si Elimbi Lobé veut jouer les tribalistes, laisse-le dans son tribalisme. Mais ne fais pas un tribalisme à rebours. D'accord. Voilà, disant que comme les sous. Non, moi ça me sert. Voilà. Moi ça me sert pas. On est d'accord là-dessus pour ça. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Eric Kennedy Foyette, c'est que error communis non facis ius. Voilà. C'est-à-dire, si il y a des déficiences dans la capacité à faire appliquer des décisions de justice, il n'y a rien d'illégitime que le ministre de l'administration territoriale rappelle aux responsables territoriaux de l'ordre public qu'ils ne devraient pas laisser prospérer une situation où des casseurs qui relèvent toujours du commerce de la sécurité, mais cette fois-là du commerce informel de la sécurité privée, parce que les sociétés de sécurité, elles, c'est le commerce formel, sont toujours dans une situation qui est problématique. D'accord. On va prendre rapidement une respiration avec la lecture de ce communiqué avant d'aborder la question relative au nom de baptême de l'Assemblée nationale. Ce communiqué, le premier ministre chef du gouvernement, représentant Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya, le 28 avril 2025, conjointement avec le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, procédera à la mise en service officielle du pont sur le fleuve Logone dont les travaux sont achevés. Le pont sur le Logone, 620 mètres linéaires, situé entre Bongor au Tchad et Yagua au Cameroun, est un ouvrage régional intégrateur du réseau routier du bassin du lac Tchad. Sa construction associée à celle des ouvrages connexes de fonctionnalités identifiées dans les deux pays a bénéficié du concours financier de la Banque africaine de développement de 46,881 milliards, d'un don de 13,119 milliards de l'Union européenne et de l'apport de la République du Cameroun à hauteur de 4 milliards
116 millions. Le projet est né de la volonté commune des deux chefs d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno, de vénérer mémoire, laquelle volonté a été transcrite dans les conclusions de la 22e session de la Grande Commission mixte Tchad-Cameroun de 2010, tenue à Yaoundé. L'ouverture de la circulation L'ouverture à la circulation du dit ouvrage va contribuer à l'intensification des échanges transfrontaliers entre les deux pays et stimuler l'exploitation de leurs potentialités économiques nombreuses et variées. Le projet s'inscrit dès lors dans une dynamique d'aménagement des chaînons transfrontaliers destinés à relier ou renforcer les liaisons entre le Cameroun et les pays de la sous-région Afrique centrale, en phase avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Outre son rôle de levier de la densification des échanges économiques, la fonction sociale du dit pont a été appréhendée dans les aménagements de relèvement d'intervention, notamment les femmes et les jeunes. Les aménagements connexes devant se poursuivre sont les routes communales, les points d'eau, les écoles, les aires hydro-agricoles, l'appui aux activités d'élevage et de pêche. Le dit pont constitue ainsi la deuxième liaison terrestre entre le Cameroun et le Tchad par les chefs-lieux des départements du Mayo Bonéyé au Tchad et du Mayo Danaï au Cameroun, comme hier avec le pont sur le Cross River qui ouvre le Cameroun au Nigeria, le corridor Yaoundé-Brazzaville-Butumé ouvrant le Cameroun au Congo. Aujourd'hui, pont sur le Logone et demain, le pont sur le fleuve Ntem entre Campo au Cameroun et Bata en Guinée équatoriale, ainsi que celui du fleuve Com entre Ovin au Cameroun et le Gabon. La vision politique de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya, d'aller vers les marchés des pays voisins se matérialise dans une approche d'élargissement et de diversification des consommateurs. Les investisseurs et producteurs pourraient écouler leur production vers ces marchés. Par ailleurs, dans la perspective de l'accroissement des échanges commerciaux et de la fluidification du trafic sur le corridor Douala-N'Djamena, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires financiers et techniques, connaîtra un premier semestre 2025 le début des travaux de reconstruction des sections Ngaoundéré-Garoua et Tchamakari-Kousseri, y compris la voie de contournement de la ville de Kousseri dans cette même lancée, et dans le but de faire davantage du pont sur le fleuve Logone un pilier de développement. Les travaux pour la réhabilitation des sections Maroua, Moutourwa et Magada-Yagua ont démarré par les études d'exécution et des installations. C'est signé le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Ndjoumessi qui informe donc du déplacement du Premier ministre pour l'inauguration de ce pont qui va relier le Cameroun au Tchad.